dans cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Bonsoir, c'est demain mercredi que l'ex-gouverneur de l'ex-Katanga sera entendu pour la deuxième fois. Il a été auditionné hier pendant 6h30 à la cour d'appel de Lubumbashi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga, dans la partie sud-est de la République démocratique du Congo. L'un des conseillers des avocats de Moïse Katumbi a répondu aux questions de la rédaction d'Antenne A, questions lui posées par Laetitia Ngwadi. On écoute Maître Georges Kapiamba. Non, aucun transfert n'est pas saisi. On va le transférer pourquoi? Moïse Katumbi réside à Lubumbashi. Il a toutes ses activités politiques et connexes à Lubumbashi. Selon la Constitution, toute personne a le droit de se faire interpeller, de se faire juger que par son juge naturel. Donc il n'y a aucune raison qu'il soit transféré à Kinshasa. Ça ne peut pas se justifier. Et puis il dit que nous sommes de l'opposition. Nous qui intervenons comme ces avocats de l'opposition, c'est un non-sens. Et puis parce que c'est pas parce que lui-même est de l'opposition qu'il ne peut pas être protégé par les lois de la République. Nous faisons confiance au parquet général de la République qui conduit cette enquête. Nous avons été satisfaits par la manière dont l'audition s'est déroulée hier dans la sérénité, avec professionnalisme. On a senti la disposition parfaite du parquet général de la République de respecter les règles de procédure, la Constitution, les instruments juridiques internationaux. Nous leur faisons confiance et nous restons vigilants de manière à ce que des éléments extérieurs à caractère politique ne viennent pas perturber le principe du droit, parce que nous sommes un état de droit et le droit qui doit guider toutes choses, notamment cette instruction et pas d'autres motivations, notamment politique. La situation sécuritaire dans l'Est et les processus électoraux en République démocratique du Congo ont été aujourd'hui au cœur des échanges entre le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, et l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique dans la région de Grand Lac, Thomas Perriello, Polydor Ngaziami et Blaise Lunda. L'audience accordée par le président de l'Assemblée nationale à l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique dans la région de Grand Lac, Thomas Perriello, a tourné autour de la situation de la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo et du processus électoral. I once again had a very constructive conversation with the Speaker of the Parliament. Nous avons eu un débat très constructif avec le président du Parlement. Nous avons discuté de la situation économique, la situation à l'Est et la situation aussi par rapport au processus électoral. Nous avons discuté la nécessité des actions conjointes, d'accélérer les actions conjointes pour combattre les forces négatives particulièrement. L'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique dans la région de Grand Lac, Thomas Perriello, a déclaré que les USA ne sont ni pour la majorité ni pour l'opposition. Le Sénat est en bonne position pour accorder au gouvernement central l'autorisation de ratifier la Convention internationale liée au régime douanier. Après l'exposé du ministre des Finances aujourd'hui en plénière au niveau du Sénat, la Commission économico-financière et budgétaire, dirigée par le sénateur Mabi Mulumba, a 7 jours pour peaufiner ce projet de loi à la Chambre haute du Parlement. Dans mon mat, Blaise Lunda. Amélioration du régime douanier en RDC. Le ministre des Finances a été mardi 10 mai au Sénat pour solliciter au nom du gouvernement l'autorisation du Parlement pour la ratification d'une convention internationale à ce sujet. En réalité, Kinshasa devrait la ratifier depuis 2001. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Henri Have a rappelé que ce projet de loi portant ratification est sur la table du Parlement depuis le Haut Conseil de la République. Au niveau de l'exposé de motifs, on retrouve toutes les innovations. Mais à titre indicatif ici, nous devons relever quelques-unes. J'en ai enlevé 3. La première innovation, c'est la possibilité de création des zones franches et des zones économiques spéciales dans le territoire douanier. La deuxième innovation, c'est l'instauration
des facilités de paiement au bénéfice des opérateurs économiques, dont notamment le report ou le paiement différé, ou encore les crédits d'endettement. La troisième innovation, c'est le renforcement du pouvoir de la douane en matière de protection de la propriété intellectuelle. Un délai a été accordé à la Commission économico-financière et budgétaire pour approfondir la question. Il faut dire que les opérateurs miniers, par exemple, ont toujours plaidé pour que l'État congolais ne bouge pas les lignes dans son système fiscal et douanier dans les dossiers relatifs à la révision du code minier afin, selon eux, de garder le caractère attractif de ces secteurs. De son côté, le coordonnateur du Front du Peuple, Lisanga Bonganga, a organisé, voulais-je dire, Lisanga Bonganga a organisé aujourd'hui, 10 mai 2016, une rencontre avec la presse, rencontre au cours de laquelle il a confirmé la tenue de leur meeting dit de vérité, prévu pour le 14 de ce mois en cours au terrain Méfé. Nous sommes dans la commune de Lemba. En société, vente illicite de bonobo, un trafiquant arrêté, le commerce des espèces protégées est prohibé au Congo-Kinshasa. La police a multiplié ses efforts pour protéger ces primates proches de l'homme, ces primates que l'on ne trouve que au Congo-Kinshasa. Commentaire de Barbara Bisembo, Laetitia Ngwadi. Pour la nature a indiqué lundi 9 mai que la police congolaise a arrêté un trafiquant de bonobos alors qu'il était en train d'en acheminer un à Kinshasa. Une situation qui relance la problématique de la sauvegarde des espèces protégées telles que les éléphants, les gorilles, les rhinocéros et autres. Le contrevenant a été intercepté à partir de Mbandaka à environ 600 km de la capitale et doit être jugé conformément aux dispositions de la loi congolaise régissant la faune, loi qui prévoit une peine de prison allant d'1 à 10 ans et une amende de 5 à 10 millions de francs congolais pour toute personne reconnue coupable d'avoir tué, capturé, blessé ou encore en possession d'un animal entièrement protégé. Le bonobo, quant à lui, est à présent en sécurité au jardin zoologique de Kinshasa. Cependant, il ne s'agit là que d'une solution temporaire. La situation sur le terrain requiert de mesures braconnières car le réseau des contrevenants est vaste et la circulation des armes à feu est dense. L'État congolais doit prendre les dispositions nécessaires pour faire respecter la loi faunique car, hormis les bonobos, bien d'autres espèces sont victimes du braconnage. En santé, face à la recrudescence de l'épidémie de la maladie du choléra au Congo-Kinshasa, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a ouvert aujourd'hui un atelier sur la lutte multisectorielle contre le choléra en République démocratique du Congo. Ces assises de 3 jours auront pour objectif d'établir un plan opérationnel d'urgence pour l'introduction de la vaccination contre le choléra au pays. Le détail dans ces commentaires signés pour vous par Patricia Bassois sur les images de Josène Bélébélé. En République démocratique du Congo, le profil épidémiologique reste dominé par les maladies infectieuses, parasitaires et carentielles. Parmi ces maladies infectieuses, à potentiel épidémique et qui pose encore de nombreux problèmes au pays figure en bonne place le choléra, au regard de nombreuses pertes en vie humaine causées par cette maladie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la République démocratique du Congo se trouve au premier rang mondial suite au nombre de décès dus au choléra. Pour l'année 2015, plus de 1900 cas ont été déclarés contre 217 décès. D'où pour mettre fin à cette situation, le ministre de la Santé publique a initié un atelier multisectoriel sur la lutte contre le choléra. Je salue la tenue de cet atelier qui, j'ose croire, pourra baliser ce chemin de l'introduction de la vaccination contre le choléra en République démocratique du Congo par l'élaboration d'un plan opérationnel consensuel dans lequel toutes les parties prenantes s'identifieront et trouveront une part importante des actions à entreprendre compte tenu de la priorité non négligeable à réserver aux mesures traditionnelles de lutte.
Ces assises serviront également d'échange entre les experts de la République démocratique du Congo et ceux venus de l'étranger pour voir dans quelle mesure initier un vaccin oral contre cette épidémie. Pour arriver à contrer le choléra, il faut passer à l'approche multisectorielle, non à l'approche médicalisée qui se manifeste la santé. À travers cette initiative, le gouvernement veut baliser le chemin dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Théophile Mbemba a lancé aujourd'hui officiellement la semaine de la sage-femme à l'hôtel Vénus dans la commune de Lagombe. Et cette cérémonie a coïncidé avec la célébration de ce métier noble, célébré sous le thème Femmes et nouveau-nés au centre de la pratique sage-femme. Commentaire de Willy Kacha, Douzaine Bélébélé. Sage-femme donneur de vie, sage-femme métier noble, sage-femme héroïne de la santé de la mère. Ce slogan est une interpellation, voilà pourquoi la sage-femme devra travailler dans de bonnes conditions pour sauver des vies et dans lesquelles le premier bras qui porte l'enfant et qui attend ses premiers cris. D'où cette interpellation du président de l'Union nationale des sages-femmes qui insiste sur la régularité de l'appui du gouvernement dans le travail de la sage-femme. Une interpellation qui a suscité quelques réactions de l'UNFPA qui a rappelé ici différentes interventions déjà apportées aux sages-femmes et d'autres projets à réaliser dans le meilleur délai au profit du métier de la sage-femme. Le Fonds des Nations Unies pour la population salue la contribution des sages-femmes à la préservation de la vie des femmes et des adolescents et des nouveau-nés, parfois dans des circonstances extrêmement difficiles, dans des communautés presque anesthésiées, dans des situations d'urgence humanitaire et dans des pays fragiles ou décidés à un conflit. Le ministre de l'Éducation qui a poursuivi la présidence de cette cérémonie a pris acte de la prestation de serment par une quarantaine de sages-femmes profitant de la journée internationale qui leur est dédiée. Les légumes cultivés le long de grandes artères peuvent nuire à la santé des consommateurs. La question reste posée. Selon les experts en la matière, ces légumes sont exposés aux gaz toxiques émis par les engins automoteurs, un point de vue du reste rejeté par les cultivateurs propriétaires de champs croisés aux alentours du boulevard Lumumba dans la commune de Limité où l'on retrouve Bénédicte Kumba. Les légumes cultivés le long du boulevard Lumumba, dans la commune de Limité, peuvent nuire à la santé de la population. En effet, les déchets toxiques de gaz provenant des tuyaux d'échappement des véhicules et motos cohabitent avec les différentes plantes. Il n'est pas bon de cultiver sur les grandes artères. Pourquoi? Parce que sur ces grandes artères, tous les véhicules qui passent dégagent un certain nombre de gaz, notamment le plomb et autres, qui sont nuisibles pour la santé. Pour M. Kakumbi, le carbone acquis en consommant ces légumes associé à l'oxygène nuit à la santé à cause du CO2 produit dans l'organisme. Dans ce système-là, il y a ce que nous appelons la bioaccumulation, c'est-à-dire un poison ou un produit toxique qui vit dans un organisme vivant. Les stomacs sont des ouvertures, les fonds qui se trouvent sur le fer. Et là, quand ils les absorbent, ces gaz-là entrent dans le processus de fonctionnement de la plante. Contrairement à l'expert, les cultivateurs, eux, estiment que les dangers n'existent pas. Ils se justifient. Il y a une grande distance entre nos champs et le boulevard, au moins 10 mètres. Les points rejetés par les tuyaux d'échappement des motos ou voitures ne peuvent atteindre les plantes, surtout que celles-ci sont arrosées chaque matin. Il n'y a aucun danger que de cultiver au bord de la route. Ça se fait ici tout comme ailleurs. Toutefois, plusieurs études menées par des chercheurs ont démontré que les légumes produits loin des grandes artères sont meilleurs et sans risque d'intoxication. En société toujours, malgré l'interdiction de l'hôtel de ville de Kinshasa, les vendeurs ambulants continuent à courir la rue dans la capitale RD congolaise. La débrouillardise passe pour la condition essentielle pour tenir socialement. Conseil effectué par Stéphane Sikoté et Sylvain Kapombo pour Sengelé.
Malgré l'interdiction de vendre le long du boulevard du 30 juin, décision prise par l'hôtel de ville de Kinshasa et exécutée par la police nationale congolaise, les colporteurs ont marché à contre-courant. Pour eux, il s'agit d'une question de survie. Pourquoi pas? Cette décision de l'autorité est prise précipitamment. L'État aurait dû commencer d'abord par ouvrir les usines pour donner le travail aux gens. Pour la population qui est sa potentielle clientèle, ces activités leur permettent de survivre et de pourvoir aux besoins de leur famille. C'est vrai que le sachet pollue l'environnement, mais c'est par le manque d'emploi que ces jeunes se livrent à la dépouillardise. La balle est donc dans le camp de l'État congolais qui est appelé à mettre sur pied une véritable politique en matière d'emploi susceptible de résorber le chômage. Prévu théoriquement pour le 15 mai, la saison sèche s'annonce déjà et la bonne façon de protéger les cheveux chez les dames contre toute cassure, c'est de les tisser. Notre équipe de reportage a rencontré une coiffeuse pour avoir des conseils appropriés à ce sujet. Christiane Mujinga, Anne-Marie Ossite, Josène Bilibé. La chevelure est très importante pour les femmes et l'entretenir est un exercice quotidien auquel ils se donnent à cœur joie. Surtout pendant la saison sèche, période de l'année durant laquelle cette parure naturelle qui donne à la campagne de l'homme son éclat est très exposée à la casse. Face à ces risques, il s'avère nécessaire de prendre précaution. Les dames font les tresses avec le mèche pour protéger les cheveux toujours. Mais avant de faire les tresses, parce que les tresses c'est une coiffure qui a des risques. C'est pourquoi avant de faire les tresses, on fait le bain d'huile. Et si tu fais tes tresses, et pendant aussi qu'il y a les tresses sur la tête, il faut toujours faire les soins pour protéger parce qu'il y a trop de pellicules pendant la saison sèche. Le soin des cheveux par les femmes pendant la saison sèche appelle un certain nombre d'exigences en ce qui concerne les produits à utiliser. À chaque fois que vous lavez les cheveux, vous libérez les pores. Et quand vous mettez des produits appropriés pour les cheveux, comme le bain d'huile, on associe beaucoup d'huile pour donner aux cheveux l'élasticité pour ne pas se casser. C'est pourquoi on fait souvent le bain d'huile, même après 2 semaines. Au-delà des produits évoqués, une bonne alimentation, mieux un régime alimentaire riche en fer et en acides gras, un rinçage à l'eau froide, un brossage d'huile de cheveux sont les meilleurs soins qui favorisent la pousse en évitant la cassure. L'Institut français de Kinshasa a présenté aujourd'hui le programme culturel du mois de mai et juin 2016. C'était au cours d'une conférence de presse tenue aujourd'hui dans la salle polyvalente de la Halle de la Gombe. Déborah Ntomba, Patricia Amouli pour le détail. Ce programme des mois de mai, juin est culturellement riche avec la tenue de la 3e édition de la Semaine française associée au Jazz Kiff et les journées utopiques, ça se passe à Kinshasa, ainsi que d'autres rencontres offrent à tous les amoureux de la culture des moments de joie et de gaieté. Culturaliste est un roman qui a paru l'année passée. Le roman est écrit par Yasmina Kadra. C'est un auteur algérien qui est très très connu, qui a écrit plusieurs romans. Attentat, la dernière attentat, ce à quoi révélez-vous, voilà, c'est un auteur très très célèbre. À mon avis, c'est le meilleur auteur francophone du moment. Les organisateurs des événements retenus pour ce mois étaient présents. Autre chose, on est un centre culturel pluridisciplinaire. On donne accès à tous les types d'art, de la musique, du cinéma, du théâtre, des arts visuels. Et je pense on peut résumer autour de 2 grandes manifestations quand même. On a entendu parler du Jazz Kiff, le festival de jazz au sens large, avec toutes les musiques associées au jazz et tous les continents, enfin pas tous les continents, tous les pays, pas mal de pays d'Afrique représentés, le Cameroun, le Cap-Vert, le Congo évidemment. Et puis ces journées utopiques qui sont donc des journées pluridisciplinaires autour de l'avenir et du futur du Congo, à travers à la fois des conférences, des projections de films et un ciné-concert et une exposition. Une exposition d'artistes qui inventeront un Congo futur, un Congo meilleur, et qui rêveront à Kinshasa libéré de ses embouteillages. Tous les
les amoureux de la culture sont donc conviés à prendre part à ces différents programmes. Les camps internationaux de basketball qu'organise la formation Serge Ibaka a commencé aujourd'hui, mardi 10 mai 2016, à l'Institut supérieur de commerce IEC Gombe. Et les joueurs de deux rives du fleuve Kinshasa-Brazzaville prennent part à cette formation. Daye Inambochi, Rigomoulepo. Du 10 au 12 mai 2016, Kinshasa vit au rythme de la deuxième phase du camp international de détection de jeunes talents de basketball dénommé Dream Academy Serge Ibaka à l'Institut supérieur de commerce IEC. En effet, 25 athlètes prennent part à ces stages de formation. Ils sont initiés aux techniques de base de la balle au panier. Les entraînements se sont bien passés, les camps se déroulent à merveille et on a été sélectionné à 2 quand on est venu participer ici à Kinshasa. Et c'est pour moi un grand honneur de venir participer à ce camp pour venir représenter le club de à Kinshasa. Que je parviens à jouer en NBA. Avec la volonté, j'ai le. Les organisateurs pensent au bon déroulement de ces camps. Nous sommes trop contents. Il y a un grand talent ici à très bon niveau. Les jeunes travaillent plus dur. Nous sommes très contents d'être ici avec les joueurs ici à Kinshasa. Le camp a démarré aujourd'hui, le 10 mai 2016, et ce deuxième camp prendra comme le premier 3 jours, donc ça va finir le 12 mai 2016. Comme on l'avait dit, nous comptons garder 10 joueurs et la sélection sera faite après ce camp sur base des profils qu'on aura de tous les joueurs. Le joueur international Serge Ibaka, société de Grand City ou NBA, donne l'occasion aux basketteurs de 14 à 17 ans de deux rives de réaliser leurs rêves. Et on va à présent lire la presse parue aujourd'hui sur Kinshasa dans une sélection et commentaires signés pour vous par Sylvie Fortuné Mboula. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Commençons avec le phare qui titre à sa une partout de Lubumbashi qu'a tombé en sursis. Contrairement à ce qu'avait laissé penser sa présence prolongée au parquet général près la cour d'appel de Lubumbashi, Moïse Katumbi n'a pas été mis sous mandat d'arrêt provisoire. On le pense encore en sursis pour un temps car il est invité à comparaître de nouveau ce mercredi 11 mai 2016 devant la même juridiction. Il est difficile de dire à ce stade s'il va finir par être privé de liberté ou continuer à comparaître en main libre. On signale que la semaine dernière, il avait sollicité et obtenu la protection rapprochée de la police de la MONUSCO avant que la hiérarchie onusienne ne décide autrement. Avant de répondre au mandat de comparution, il avait pris contact avec le consulat de Belgique à Lubumbashi dans le but de l'informer de ses ennuis politico-judiciaires. Mais on ignore la réponse lui réservée par la représentation belge de l'ex-Katanga. La prospérité renchérit qu'à la fin de la journée, Moïse Katumbi est rentré chez lui dans sa résidence. Le temps de recouvrir ses forces après un épuisant interrogatoire pour répondre à une nouvelle séance d'audition prévue ce mercredi. À ce stade, il a eu plus de peur que de mal. L'ex-gouverneur du Katanga, craignant peut-être pour sa sécurité et sa vie, a pu mobiliser du monde jusqu'au palais de justice. Le ministre Tobeli, facilitateur international pour la tenue effective du dialogue politique inclusif congolais, n'a pas été respecté. Le comité préparatoire aurait dû voir le jour il y a 3 semaines. Rien ne bouge à l'horizon. Principale cause du blocage, la difficulté pour la composante opposition de se mettre d'accord sur la désignation de ces 12 délégués dans le comité de 30 membres. Pourtant, il existe une solution efficace pour faire sauter le bouchon et avancer. La voici. Edem Kodjo a limité la composition du comité préparatoire à 30 membres à raison de 12 pour la MP, 12 pour l'opposition et 6 pour la société civile. Ces nombres-là n'est pas immuable. Aucune disposition légale ne l'oblige à rester dans ces formats. Partant, le facilitateur du dialogue politique qui se veut inclusif peut augmenter le quota de l'opposition sans que le monde ne s'arrête. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée chez vous. Quittons nos frontières nationales pour aller ailleurs et parlons toujours de la politique présidentielle en Guinée équatoriale. Théodore Obiangema
Mbazogo a été réélu avec 93,7% de suffrages exprimés. C'est le 24 avril dernier que les Équato-Guinéens, en nombre de à peu près 94%, sont allés aux urnes pour se choisir celui qui devrait, durant les 7 années à venir, diriger ce pays d'Afrique centrale. Le détail, c'est dans cette page magazine que vous propose Solange Kwale Mpembele et Ange Kassa. Le vendredi 22 avril 2016, fin de la campagne électorale pour la présidentielle en Guinée équatoriale. À Malabo, capitale politique du pays, les ténors du Parti démocratique de la Guinée équatoriale, parti au pouvoir et ses alliés, 9 au total, ainsi que les militantes et militants, ont organisé un grand meeting au Paseo Maritimo pour clôturer en beauté ce marathon qui a pris 2 semaines. Nous, on n'a pas vu les adversaires, ils n'ont pas fait la campagne. Nous, on a fait la campagne seule et toute la population guinéenne a promis à le président de lui voter et après-demain. Après un jour de repos, c'est le dimanche 24 avril 2016, jour du scrutin. Dès 7h du matin, les bureaux sont déjà ouverts. 1370 au total pour près de 332 200 électeurs, sans oublier les 40 bureaux installés dans les missions diplomatiques à l'étranger. À Malabo particulièrement, la population a répondu à ce rendez-vous afin de choisir parmi les 7 candidats en lice celui qui va conduire la destinée de la Guinée équatoriale pendant les 7 années à venir. À 11h, Obiang Mbazogo, candidat à sa propre succession, accompagné de son épouse, arrive au bureau de vote installé au ministère des Affaires étrangères pour remplir son devoir civique. C'est la continuité de la démocratie politique, économique, sociale pour le développement de la Guinée équatoriale et surtout pour la dignité des peuples et la dignité du continent africain. Nous devons travailler aujourd'hui, non seulement pour la Guinée équatoriale, nous voulons travailler aussi pour l'Afrique entière. L'opposition politique, dont 6 partis ont pris part active à cette élection présidentielle, ont aussi voté ce 24 avril 2016. À l'exemple de Aveline Mokaché de l'ICD, du candidat du changement, et de Carmen Mba Bakale de l'APG, Action populaire de la Guinée équatoriale. Rappelons que pour battre campagne, les partis politiques de l'opposition et celui au pouvoir ont reçu de l'État 100 millions de francs CFA, équivalent à 150 000 euros. Par ailleurs, la population de Malabo, comme celle de Bata, Mongomo, Luba, Bamé et bien d'autres villes du pays, ont rempli leur devoir civique dans le calme et la sérénité. Comme tout Équatorien, aujourd'hui nous votons d'abord pour la paix, pour la tranquillité de notre nation et pour notre bien-être. Pour la réussite de ce scrutin, une centaine d'observateurs a fait le déplacement de la Guinée équatoriale pour surveiller le déroulement du vote. À la tête de cette mission d'observation, on a noté la présence du président Boniaï qui venait de céder le fauteuil à son successeur à l'issue d'une élection présidentielle paisible au Bénin. L'Union africaine est notre organisation commune. Et la Guinée équatoriale est un pays qui travaille pour encore améliorer l'image de notre continent. Je voudrais vraiment vous transmettre les remerciements de cette commission en qualité de président qui, disons, désire pour conduire cette forte mission venue pratiquement de la plupart des pays du continent de l'Union africaine. Vous pouvez transmettre les félicitations de la commission de l'Union africaine. Vous permettre les félicitations de l'Union africaine également, de chacun de nos pays. La situation est calme et le taux de participation va en augmentant. Alors là, aucun incident n'a été signalé sur l'ensemble du territoire national où nous avons nos collègues observateurs n'ont pas
seulement venant de la République démocratique du Congo, avec la Ligue des électeurs, mais avec d'autres pays comme le Sénégal, le Cameroun, le Burkina Faso. Jusque-là, tout se passe bien, sans incident. Nous sommes satisfaits. L'impression générale, c'est que les gens se sont réveillés pour aller voter. Nous voyons des attroupements dans plusieurs bureaux de vote. Nous voyons que les gens, les hommes et les femmes viennent voter. Nous avons vu qu'ils sont munis des cartes d'électeurs. Les bureaux sont ouverts et apparemment les gens votent tranquillement. Ainsi, le soir du scrutin, les premières tendances provisoires publiées par la commission électorale placent Obiang Mbasogo en tête. Le 28 avril 2016, c'est la publication des résultats provisoires. Le candidat du PDG parti au pouvoir remporte la course avec 93,7% pour un taux de participation de 95%. Résultat du reste, confirmé par la Cour constitutionnelle, Obiang est donc élu président de la Guinée équatoriale pour 7 ans et promet de ne plus se présenter à l'issue de ce mandat. Il faut quand même retenir que le président Obiang Mbasogo réélu sera officiellement investi le 20 mai 2016. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne soirée dans vos familles. Au revoir.